Bonjour à tous, je me présente, mon nom est Catherine Hack, je suis co-directrice de l'Observatoire pour l'éducation et la santé des enfants. Ça me fait plaisir que vous soyez tous ici avec nous ce midi. J'ai le plaisir d'accueillir Marie-Claude Geoffroy, qui est professeure à l'Université McGill et qui se spécialise dans l'étude de la santé mentale et des problèmes de suicide, particulièrement chez les jeunes, et qui aujourd'hui va nous parler du lien entre la santé mentale et les contraintes qu'on a eues durant la pandémie au Québec. Donc, je laisse la place à Marie-Claude. Merci, Marie-Claude, d'être avec nous. Oui, merci Catherine. Donc, j'espère que tout le monde m'entend bien. Sinon, William, laisse-moi savoir. Donc, merci pour l'introduction. Merci aussi pour l'invitation. Ça me fait plaisir d'être ici pour vous parler de la santé mentale des jeunes pendant la pandémie. Et je veux aborder deux thèmes importants. Ce qu'on sait sur les conséquences de la pandémie sur la santé mentale des jeunes, mais aussi réfléchir sur des pistes de solutions, en fait, qui pourraient être faites pour améliorer et promouvoir la santé mentale des jeunes. Donc, que sait-on sur les conséquences de la pandémie sur la santé mentale? C'est une question pertinente. Plusieurs d'entre nous essaient d'y répondre, mais c'est difficile d'obtenir une réponse. C'est difficile parce qu'il y a tellement d'études qui ont examiné l'état mental des jeunes pendant la pandémie. Je parle de milliers d'études, voire même de dizaines de milliers d'études, ça devient vraiment laborieux de synthétiser l'ensemble des connaissances pour obtenir une réponse plus claire, plus informée. D'autant plus qu'il y a une grande variabilité dans la qualité méthodologique des études. Donc, pour répondre à la question « Que sait-on ?», je propose modestement de présenter deux niveaux d'évidence. D'abord, je veux présenter deux synthèses de la littérature qui ont examiné la santé mentale des jeunes pendant la pandémie, deux synthèses de la littérature à l'international. Je veux aussi présenter le développement d'une nouvelle synthèse de la littérature qui porte sur les études canadiennes et des résultats d'études réalisées au Québec par des membres de notre équipe. Donc, la première synthèse a été publiée très récemment, au mois de mars 2022, par l'Organisation mondiale de la santé. C'est en fait une note scientifique qui rassemble plusieurs niveaux d'évidence, dont une étude récemment publiée dans l'ANSET qui regroupe des données de plus de 200 pays, mais aussi une revue générale des revues systématiques et des méta-analyses sur la santé mentale dans la population générale, tout âge confondu. Donc, la conclusion de l'Organisation mondiale de la santé est qu'après un an de pandémie, il y a une augmentation significative des problèmes de santé mentale dans la population générale. L'Organisation mondiale de la santé mentionne toutefois que parmi l'ensemble des connaissances, il y a seulement une minorité des études qui comparaient la santé mentale pendant la pandémie avec les symptômes avant la pandémie, ce qui est pourtant nécessaire pour tirer des conclusions plus justes. La deuxième étude est une revue de la littérature avec méta-analyse qui porte sur la dépression et l'anxiété, ici spécifiquement chez les jeunes, donc les enfants et les adolescents après une année de pandémie. Donc, l'étude regroupe 29 études avec plus de 80 000 enfants. Et ce qui est trouvé, c'est que les taux de dépression et d'anxiété cliniquement élevés sont de l'ordre de 20% jusqu'à 25% pour la dépression. Et c'est des estimations en fait, qui ont augmenté, semble-t-il, avec la pandémie. Cependant, au même titre que l'Organisation mondiale de la santé, les auteurs révèlent que la majorité des études sont basées sur des échantillons de convenance, donc souvent recrutés sur Internet, par exemple, avec une seule mesure de santé mentale, souvent une mesure rétrospective où on demande aux jeunes de rapporter si leur santé mentale s'est détériorée, s'est améliorée ou restée la même pendant la pandémie.
ce qui introduit plusieurs biais. D'ailleurs, les auteurs montrent aussi que les estimés, donc la prévalence des problèmes de santé mentale est beaucoup plus grande, plus importante dans les études de moins bonne qualité et moins élevée dans les études de bonne qualité. Encore là, un autre argument pour nous inciter en fait à collecter des bonnes données. Maintenant, un commentaire paru récemment en 2022 avec les docteurs Chadi, en fait, qui est le premier auteur, et en collaboration avec la docteure Castellanos Ryan de l'Université de Montréal et moi-même, on a conclu qu'après avoir examiné l'ensemble des connaissances après un an de pandémie, surtout les connaissances longitudinales, donc les études longitudinales qui ont essayé d'examiner les conséquences de la pandémie sur la santé mentale des enfants, on a conclu que les études qui comparaient les niveaux pré-pandémiques avec ceux post-pandémiques commençaient juste à être publiées, mais que l'ensemble des connaissances à ce jour reposait essentiellement sur des évaluations transversales, donc avec un point dans le temps. Enfin, il y avait peu d'études chez les enfants de moins de 12 ans, peu d'études canadiennes, et les impacts à long terme sont encore méconnus. Maintenant, je vais attirer en fait votre attention sur l'importance aussi de regarder des données collectées au Canada ou au Québec. Parce que même si en mars 2020, là, le monde entier a été exposé à la pandémie de la COVID-19, il y a eu beaucoup de variations entre les pays sur les cas dépistés, sur les nombres de décès, puis encore plus sur les mesures qui ont été prises pour contrôler les infections et limiter l'afflux sur les services de santé. Au Québec, par exemple, après 2 ans de pandémie, il y avait eu presque 1 million de cas dépistés, 14 000 décès, 5 vagues, maintenant peut-être une 6e. Et il y a plusieurs mesures qui ont été prises qui ont été susceptibles d'affecter nos enfants, nos adolescents, les jeunes adultes. La fermeture des écoles, l'enseignement en ligne, la suspension des services de garde, l'interdiction des rassemblements privés, la fermeture de loisirs et de divertissements et les masques obligatoires à l'école. Donc, étant donné cette variation dans les mesures, comme par exemple en Grande-Bretagne, à l'heure actuelle, le masque n'est pas requis, il y a aussi moins de mesures qui ont été prises, ce qui fait en sorte, à mon avis, qu'il est vraiment difficile de généraliser les résultats des études effectuées en Chine, aux États-Unis, en Grande-Bretagne, à notre réalité ici au Canada ou encore au Québec. Et c'est dans cet esprit, en fait, que notre équipe mène présentement une revue systématique de la littérature avec méta-analyse, si possible, limitée aux jeunes de 0 à 24 ans résidents au Canada. Et c'est une collaboration avec le docteur Brett Toombs, qui est professeur à l'Université McGill, qui mène déjà plusieurs revues de la littérature sur le sujet. Donc, ici, on se concentre sur les jeunes qui vivent au Canada pour avoir une idée plus claire. Et on adopte aussi, dans nos travaux, une définition, une conception plus englobante, plus large de la santé mentale. En fait, on s'intéresse à tous les problèmes ou les symptômes ou les diagnostics ou même l'utilisation des services concernant la santé mentale, mais la santé mentale doit être mesurée à l'aide d'instruments validés. Et on va porter une attention particulière aux problèmes qui sont connus pour émerger pendant l'enfance et l'adolescence. Donc, les troubles anxieux, les troubles alimentaires, les troubles de contrôle des impulsions, troubles de l'humeur, troubles d'utilisation de substances et les troubles suicidaires. En plus de s'intéresser aux symptômes, comme je l'ai mentionné, on va aussi regarder l'utilisation des services en santé mentale, donc les visites aux urgences des hôpitaux, les hospitalisations, les appels ou les messages aux lignes d'assistance téléphonique, par exemple.
Aussi, on va s'intéresser seulement aux changements dans la santé mentale. Par changement, on entend une différence entre deux choses, soit entre les symptômes mesurés avant la pandémie, entre janvier 2018 et mars 2020, avec ceux mesurés pendant la pandémie, après le 11 mars 2020. Donc, les changements avant, pendant la pandémie ou encore les changements à différents moments de la pandémie. Donc, les symptômes mesurés à différents moments entre le 11 mars 2020 ou plus tard. Voilà, donc ce qui fait en sorte que notre revue de la littérature va principalement s'intéresser aux études longitudinales, mais on va aussi inclure les études transversales à mesure répétée si ces échantillons, en fait, évaluent la même population cible avec les mêmes méthodes d'échantillonnage. Donc, cette revue de la littérature, c'est une revue en direct, c'est-à-dire qu'à chaque mois, on va mettre à jour les résultats, on va mettre à jour le repérage des nouveaux articles. On a effectué une première recherche dans les bases de données et on date du 15 mars 2022 et on a identifié 7000 articles. On est encore en train d'enlever les doublons, donc on espère que ce nombre va être réduit et dès la semaine prochaine, on va commencer à repérer les articles qui répondent à nos critères d'inclusion. Et comme c'est une revue en direct, ça veut dire aussi que la publication des résultats va être retardée. Mais pour tout de suite informer la communauté scientifique, on va publier les résultats sur le site de l'Observatoire. En fait, si vous allez dans l'onglet « Nos recherches » et ensuite « Projet santé mentale et services connexes », vous allez trouver notre revue systématique de la littérature et à chaque mois, on va partager en fait les articles qui ont été identifiés. Donc, voilà. Maintenant, je veux vous présenter les résultats d'études réalisés dans des échantillons québécois qui examinent les changements dans les symptômes de santé mentale avant la pandémie et pendant la pandémie. Donc, la première étude repose sur l'étude longitudinale du développement des enfants du Québec. C'est une étude qui est menée par l'Institut de la statistique du Québec. Et cette étude suit depuis la fin des années 90 plus de 2000 jeunes nés de mères vivant au Québec. Et l'étude est représentative de la population générale et, à mon avis, elle offre une opportunité unique de bien documenter la santé mentale pendant la pandémie à deux moments. 6 mois après le début de la pandémie, donc 6 mois après le début de la pandémie, alors que les jeunes avaient 22 ans, et ensuite 1 an après le début de la pandémie, à l'hiver au printemps 2021. Donc, on a 3 mesures à 20 ans, à 22 ans et à 23 ans, et on a mesuré la dépression et l'anxiété. Donc, après 6 mois de pandémie, ce qu'on a observé dans une première étude qui a été publiée récemment, c'est que les jeunes allaient bien. Allaient bien en général. On n'a pas observé de changement notable dans les symptômes d'anxiété et de dépression qui ont été mesurés 6 mois après la pandémie et à l'été, en fait, à l'été 2020. Donc, on a examiné les changements, puis on a regardé aussi s'il y avait certains jeunes qui présentaient, par exemple, des facteurs de risque, étaient plus susceptibles de changer au niveau de leur santé mentale et on s'intéressait particulièrement à l'aggravation des symptômes. On a trouvé en fait peu d'évidence, mais par contre, les jeunes qui vivaient seuls pendant la première vague de la pandémie, donc au printemps et à l'été 2020, ont augmenté en fait les symptômes de dépression. Et on a aussi trouvé que les jeunes qui avaient des problèmes de santé mentale plus sévères avant la pandémie, donc des symptômes de dépression sévère ou d'anxiété sévère, c'était plus amélioré
après la première vague de la pandémie, ce qui peut sembler contre-intuitif, mais on peut penser que le premier confinement a peut-être pu soulager en fait des symptômes de santé mentale chez les jeunes qui, par exemple, souffraient, disons, d'anxiété sociale ou de dépression, en allégeant les responsabilités économiques et les responsabilités professionnelles. Donc, ça, c'est le premier portrait qu'on peut donner sur la santé mentale des jeunes adultes au Québec. Maintenant, avec un collègue de l'Université de Concordia, le docteur Jean-Philippe Gouin, on est en train d'examiner en fait l'évolution des problèmes de santé mentale chez nos jeunes adultes au fur et à mesure que la pandémie persiste. Et les données sont encore préliminaires, mais on s'est intéressé en fait à l'état de santé mentale à l'hiver et au printemps 2021, donc l'année dernière. Ce qu'on peut voir, c'est assez parlant sur la figure, c'est que les symptômes de dépression ont augmenté de façon significative, de façon marquée chez nos jeunes adultes au Québec. Donc, une augmentation qui est de plus en plus marquée avec la durée. Et on observe un patron similaire pour l'anxiété. Bien que pour l'anxiété, on voit cette légère diminution à 22 ans après 6 mois de pandémie et cette augmentation ensuite marquée plus tard à 23 ans après que la pandémie a perduré. On s'est aussi intéressé aux proportions de cas cliniquement élevées, c'est-à-dire qu'au lieu de regarder les symptômes, on s'est intéressé en fait à la proportion des jeunes qui scoraient au-dessus d'un certain niveau, donc ce qu'on appelle les cas cliniquement élevés. Et on a un patron similaire aussi pour la dépression, alors que 6,1% des jeunes adultes tombaient dans la catégorie symptômes dépressifs sévères en 2018. On voit qu'en 2021, c'est 9,2% des jeunes qui ont été identifiés avec des symptômes cliniquement élevés. Et le patron est similaire pour l'anxiété. C'est passé de 4,9% en 2018 à 8,9% en 2021. En termes d'idéation et de tentatives de suicide, les taux, par contre, sont restés sensiblement les mêmes entre 2018 et 2021. Donc, autour de 2% pour la tentative de suicide et entre 7 et 8% pour les idées suicidaires. Les résultats, je le répète, sont préliminaires, mais on s'est intéressé à savoir si on pouvait identifier des facteurs de risque qui pouvaient expliquer cette augmentation des symptômes de dépression et d'anxiété. Et on a trouvé que les jeunes qui vivaient un plus grand sentiment de solitude étaient plus à risque. Ceux qui vivaient du stress financier ou de l'insécurité alimentaire et des problèmes de santé mentale préexistants, mais dans une direction inverse, c'est-à-dire maintenant que les jeunes qui avaient plus de problèmes de santé mentale ont plus augmenté en fait leurs symptômes entre 2020 et 2021. Donc, maintenant, je vais vous présenter une autre étude, encore une étude qui est présentement en fait soumise, qui a été soumise pour publication et qui a été réalisée par le docteur Nicolas Chady, qui est pédiatre et chercheur à l'Université de Montréal, qui est aussi co-directeur avec moi-même de l'axe santé mentale de l'Observatoire. Donc, Dr Chady, dans son étude, s'est intéressé avec son équipe. D'ailleurs, j'ai oublié de mentionner que c'est une étude qui a été aussi réalisée par Gabrielle Baudry, qui est doctorante. Donc, on s'est intéressé aux visites aux urgences, au CHU Sainte-Justine, dans un centre hospitalier en particulier. Donc, les visites aux urgences pour des problèmes de santé mentale, soit avant la pandémie, pendant la pandémie, du moins en 2020, et en 2021. Et ce qui est observé, c'est un résultat aussi qui est en lien avec la littérature dans d'autres pays. C'est qu'en 2020, au moment où la pandémie est apparue, on a vu une diminution en fait, des consultations aux urgences, possiblement
que les jeunes avaient peur de se rendre à l'hôpital par peur d'attraper le virus. Mais en 2021, c'est un portrait totalement différent qu'on observe. On voit une augmentation marquée et significative des visites aux urgences pour les problèmes de santé mentale. Maintenant, je vous présente d'autres résultats. Ici, c'est une étude de l'INSPQ, donc l'Institut de la santé publique du Québec, qui à chaque année, au mois de février, met à jour ces données sur le suicide et les visites aux urgences et les hospitalisations en raison d'idées et de tentatives de suicide. Et les résultats de l'INSPQ concernant l'évolution, en fait, entre 2014 et 2021, va dans le même sens que l'étude réalisée par mon collègue, le docteur Chadi, où on voit en fait une augmentation marquée des visites aux urgences en raison des idées suicidaires et des tentatives de suicide chez nos jeunes, à la fois chez les plus jeunes, donc les 10 à 14 ans, et à la fois chez les plus vieux adolescents, donc les 15 à 19 ans. Voilà, c'est un phénomène qui était quand même observé, mais qui était amplifié pendant la pandémie. Donc, maintenant que je vous ai présenté, en fait, du moins une idée de l'état de nos travaux sur la santé mentale des jeunes pendant la pandémie, je voudrais profiter du temps qui reste pour proposer une piste de solution. Donc, les jeunes ont plus de problèmes de santé mentale. Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on peut les aider? Et comment on peut... c'est ça, comment on peut penser des nouvelles manières ou des nouvelles stratégies de promouvoir la santé mentale chez nos jeunes. Et la prévention des problèmes de santé mentale souvent se comprend en différents niveaux. Il y a à la fois des traitements spécialisés là, pour des jeunes qui présentent des problèmes plus sévères, des interventions préventives pour des jeunes avec des facteurs de risque. Et il y a aussi en bas de la pyramide une stratégie plus de promotion de la santé mentale, des saines habitudes de vie qui s'inscrit dans une perspective plus universelle de promouvoir la santé mentale de tous. Et je veux vous présenter une étude qui est en cours de réalisation. Donc, je n'ai pas encore de résultats, malheureusement, à vous présenter, mais une étude qui se situe au niveau de la promotion de la santé mentale. Et cette étude, en fait, s'appelle École à ciel ouvert. Elle a été financée récemment par les instituts de recherche en santé du Canada et aussi financée par l'Observatoire pour la santé et l'éducation des enfants. Donc, École à ciel ouvert, c'est quoi? C'est un programme d'éducation plein air qui implique la nature, qui vise à promouvoir la santé mentale et les saines habitudes de vie chez les enfants. Donc, pourquoi l'éducation en plein air par la nature? Le rationnel derrière ça est que le contact avec la nature est connu pour être bénéfique pour la santé mentale de tous. Il y a une multitude d'études à la fois qui regardent des interventions en plein air impliquant la nature ou sinon des études observationnelles où on regarde si les individus qui habitent dans un quartier pluvial, par exemple, ont moins de problèmes de santé mentale. Et il y a plusieurs études, plusieurs revues de la littérature, méta-analyses aussi, qui confirment que la nature serait bénéfique et les jeunes rapportent moins de symptômes dépressifs, anxieux et surtout, ce qui est bien documenté, c'est les problèmes d'inattention et d'hyperactivité. Le contact avec la nature offre aussi plus d'opportunités de faire de l'activité physique parce qu'on sait que lorsqu'on est à l'extérieur, lorsqu'on est dehors en nature, les jeunes ont tendance à plus bouger. Ça, c'est la partie nature. Il y a aussi la partie éducation plein air. Avec la pandémie, l'éducation plein air gagne en popularité dans la province. Il y a de plus en plus d'enseignants qui ont décidé de sortir à l'extérieur avec leur classe
pour toutes sortes de raisons, entre autres parce qu'ils ont constaté des effets positifs sur la motivation des enfants, sur les résultats scolaires, puis aussi parce que le fait d'être dehors limite les risques d'infection. Mais à notre connaissance, il n'y a aucune étude qui a testé l'efficacité d'un programme d'éducation en plein air, donc ce qui se passe à l'école, mais qui implique aussi la nature sur la santé mentale des enfants. Et c'est vraiment dans cette perspective que s'inscrit notre projet École à ciel ouvert. Donc, ce qu'on propose de faire, c'est de tester l'efficacité de notre programme d'intervention auprès de 2000 enfants. 2000 enfants qui seront recrutés à partir d'un échantillon beaucoup plus large d'enfants qui ont déjà participé aux études de l'Observatoire. Donc, on va viser 80 classes de 6e année, donc des enfants de 11-12 ans, qui vont avoir été recrutés parmi un bassin de 133 classes défavorisées, parce que notre programme vise principalement les enfants qui fréquentent des écoles défavorisées. Et ces classes seront assignées de façon aléatoire à l'une ou l'autre des conditions, la condition intervention ou la condition contrôle. Et on va avoir 3 temps de mesure, un temps de mesure pré-intervention, post-intervention, juste à la fin de notre intervention, et post-intervention, mais la deuxième, 4 mois plus tard, en septembre 2023. Donc, en effet, je n'ai pas mentionné, mais on va tester l'efficacité de l'intervention encore seulement l'an prochain, l'hiver prochain en 2023. Donc, on a ciblé des écoles aussi qui avaient un parc à proximité. Donc, le parc devait se situer à moins d'1 kilomètre de l'école parce que les activités d'éducation en plein air impliquant la nature vont se dérouler au parc. On propose une intervention de 24 heures. Donc, c'est 24 heures totales en nature, 24 heures passées au parc à proximité de l'école, en raison de 2 heures par semaine c'est pas pendant 4 semaines, en fait, c'est pendant 14 semaines. Non, 12 semaines, pardon. Donc 24 heures en nature et il y a plusieurs niveaux d'intervention. D'abord, il y a des activités en santé mentale et des activités pédagogiques qui vont être proposées aux enseignants. En termes d'activités santé mentale, on parle de pleine conscience, art, philosophie, pédagogique, mathématiques, français, sciences. On va former les enseignants également à l'éducation en plein air impliquant la nature. Il va y avoir un encadrement et la supervision des personnes enseignantes. Pour les activités santé mentale, ces activités-là c'est 15 activités au total qui ont été développées par une co-chercheure, Dr. Catherine Malbeuf-Urtubis, qui est à l'Université de Bishop. Et comme je l'ai mentionné, les activités santé mentale ciblent à la fois la pleine conscience, l'art-thérapie et la philosophie. Et si vous voyez un exemple d'activité de marche en pleine conscience, ça ici, c'est la fiche d'activité qui va être remise aux enseignantes. On a essayé aux personnes enseignantes, on a essayé de développer des fiches d'activité qui étaient simples, qui étaient faciles à consulter et agréables aussi, et ludiques. Et il y a aussi des activités pédagogiques qui ont été développées par l'équipe du Dr. Jean-Philippe Ayotte-Baudet, qui est à l'Université Sherbrooke et qui est spécialiste de l'éducation en plein air. Ici, un exemple d'activité scientifique, donc qui concerne les sciences, la chasse aux nuages. Donc, les enfants ici seront familiarisés en fait avec les différents types de nuages et devront au parc observer les nuages à l'aide de leur observateur de nuages. On a reçu des commentaires de la part des personnes enseignantes qui ont semblé apprécier nos activités. Dès le mois d'avril, on va tester l'appréciation en fait de nos activités via un bassin d'environ 20 personnes enseignantes qui ne participent pas à l'étude mais qui se sont portées volontaires pour mettre en pratique déjà nos activités avec leur classe et de nous donner un feedback pour qu'on puisse intégrer en fait les feedbacks des personnes enseignantes
dans nos activités et d'avoir des activités qui sont bien rodées quand viendra le temps de l'intervention. Donc, les mesures d'intérêt, j'ai mentionné 3 temps de mesure et nous avons développé des questionnaires pour les enfants, mais aussi pour les personnes enseignantes. Donc, on va mesurer la santé mentale et le bien-être des enfants via des questionnaires administratifs aux enseignantes, comme le questionnaire des comportements sociaux, qui est utilisé dans plusieurs études au Québec. On va administrer le questionnaire à l'enseignant, comme j'ai mentionné, mais aussi aux enfants. On va mesurer le bien-être via le PANAS, qui est une mesure d'affect positif et négatif, les symptômes dépressifs chez l'enfant à l'aide du Children Depression Inventory et la question de stress perçu. Et aussi, j'ai oublié de mentionner que le questionnaire des comportements sociaux est un questionnaire de dépistage qui évalue la santé mentale selon une définition large. Donc, on va avoir de l'information sur les problèmes plus internalisés comme la dépression, l'anxiété, mais aussi les problèmes externalisés comme les comportements agressifs ou l'opposition. Aussi, ce qui est important, l'inattention et l'hyperactivité, comme on s'attend à un effet de notre intervention sur ces construits. On va aussi évaluer les habitudes de vie des enfants, à la fois l'activité physique et le temps d'écran, à l'aide de questionnaires qui proviennent de l'enquête québécoise des jeunes du secondaire. On va mesurer la connexion avec la nature via le Connection to Nature Index, puis la protection de l'environnement. Parce que au-delà de promouvoir la santé mentale, le fait de passer plus de temps en nature, d'y effectuer aussi des activités dans des domaines variés, mais qui touchent tous le thème de la nature, on peut penser que les jeunes vont sentir une plus grande connexion avec la nature. Ils vont peut-être aussi être plus volontaires ou plus sensibles à l'idée de protéger l'environnement, c'est-à-dire de sauver l'eau, de recycler, de pas jeter ses déchets par terre au parc. Et en plus d'un effet attendu, sur les enfants, on pense que notre intervention pourrait aussi améliorer le bien-être des personnes enseignantes parce que les personnes enseignantes vont aussi passer plus de temps dehors, passer plus de temps en nature et on va le tester à l'aide d'un questionnaire de le 5 items du bien-être de l'Organisation mondiale de la santé. Donc, les retombées attendues, s'il s'avère efficace, École à ciel ouvert sera mis à l'échelle et utilisé pour émettre des lignes directrices en matière de promotion de la santé mentale et des saines habitudes de vie en milieu scolaire. On a développé un site Internet, en fait, qui va être utilisé par les enseignants participant à l'étude. Sur le site Internet, les enseignants vont accéder aux fiches d'intervention, vont aussi accéder à la formation. À de la formation sur l'enseignement extérieur. Et après notre étude, si notre programme s'est avéré efficace, on veut rendre accessible à tous notre site web pour que toutes les personnes enseignantes en fait, du Québec puissent en bénéficier. On veut aussi s'engager dans le transfert de connaissances en réalisant un court documentaire qui va documenter l'intervention et qui pourra aussi peut-être servir d'inspiration à d'autres personnes enseignantes et d'autres chercheurs. Voilà, je me rends compte que je suis 5 minutes avant l'heure à laquelle je pensais terminer. Mais parfait, ça laisse plus de temps pour les questions. Voilà, merci. Merci beaucoup, Marie-Claude. C'est fascinant, merci. Je ne sais pas, William, je ne peux pas voir les questions en ce moment à cause que mon ordinateur ne fonctionne pas, puis donc je suis sur mon téléphone. Est-ce que tu es capable de voir s'il y a des questions et de les lire pour nous? Pour le moment, il n'y a pas de questions dans le chat. Je vous encourage à lever la main. Donc, je vois, il y a Magdalena Zdebek qui lève la main. Est-ce qu'on peut lui donner la parole? C'est à vous, Magdalena. Allô, Marie-Claude. Le projet, il a l'air vraiment super.
Moi, j'ai une question en fait par rapport aux recherches que tu as présentées au début qui montrent qu'il y avait une amélioration dans la santé mentale des enfants, puis qu'après, il y avait en 2021 une diminution, donc une augmentation de problèmes. Je voulais juste savoir, est-ce qu'il y a eu une façon de contrôler pour l'abandon des mesures sanitaires, comme par exemple de devoir revenir en présentiel, de voir si certaines personnes n'étaient pas à l'aise avec l'abandon du passeport vaccinal, etc. Puis si ça pouvait avoir, spécialement pour les personnes qui ont de l'anxiété, si ça pouvait avoir une augmentation par rapport aux troubles anxieux. Je vois que peut-être avec les données de Dr. Chadi, parce qu'il y a plusieurs points dans son étude que ça pourrait peut-être être matché, mais je ne sais pas si nécessairement dans l'LDEC, ça serait possible de faire ça. C'est ça ma question. Merci. Oui, c'est une bonne question. C'est une bonne question. C'est difficile à répondre avec les données actuelles. Je ne sais pas si Dr. Chadi est là. Qui pourrait peut-être, je ne sais pas. Il m'avait peut-être mentionné assister à la conférence pour y répondre. C'est une bonne question. Je pense qu'il faut d'autres données que l'ELDEC pour y répondre. Est-ce que, effectivement, et surtout les données de l'ELDEC, les plus récentes ont été collectées à l'hiver, l'année passée, au printemps, où il y avait encore beaucoup de mesures. Donc, les mesures ont été abandonnées plus récemment. C'est très possible. C'est très possible de penser que chez des personnes qui ont une plus grande vulnérabilité, l'abandon des mesures peut aussi entraîner une augmentation de l'anxiété, en effet. Oui, je suis ici, Marie-Claude, puis je vais peut-être me permettre, là, parce que tu m'as tendu une perche. Ben, c'est certain que les visites à l'urgence, c'est une façon de voir les impacts sur la santé mentale. C'est plus une façon de voir l'accès aux services. On sait que la pandémie, ça a eu beaucoup d'impact sur l'accès aux services dans les milieux scolaires, par exemple, les TES, les services de première ligne, beaucoup de bureaux étaient fermés, donc des services plus en virtuel. Je pense que ce qui va être important, en rétrospective puis aussi en prospective, c'est d'être capable d'étudier la question avec plusieurs différentes sources de mesures et de les corréler ensemble. Donc oui, c'est beau de voir les hospitalisations, les données au niveau de l'urgence, qui est peut-être la pointe d'un iceberg, mais aussi de comprendre l'utilisation des jeunes, là, des services en milieu scolaire en première ligne, en proximité. Puis c'est intéressant d'avoir des données populationnelles au niveau des symptômes anxieux, là, comme par exemple avec l'ELDEC, mais on veut le faire avec des cohortes plus jeunes, puis il y a plusieurs travaux qui sont en jeu. Je pense que la question se pose, puis c'est vraiment d'être capable de corréler plusieurs différents indicateurs pour avoir un tableau plus compréhensif. La revue de littérature vivante là, que Marie-Claude et l'équipe est en train de mettre sur pied, je pense, va pouvoir amener des clarifications là-dessus. Mais au niveau méthodologique, c'est des très beaux casse-têtes. Ça amène des belles discussions. Là, donc, à voir comment on va pouvoir continuer dans cette direction. Est-ce que ça serait possible de rajouter donc ces données-là, comme de les superposer sur les trajectoires que vous avez faites? Mais il n'y a rien qui empêche de superposer des données différentes là, qui sont prélevées de différentes sources. Il faut savoir comment les interpréter, puis c'est là le beau défi, en fait. Parce que ça ne veut pas dire que si les symptômes anxieux augmentent immédiatement, il va y avoir des visites à l'urgence, il peut y avoir un délai, puis c'est sûr que faut être capable, c'est vraiment plus ça la difficulté, je dirais. C'est beau d'avoir des chiffres puis des courbes, mais ensuite, il faut les faire parler, puis il ne faut pas les surinterpréter non plus. Mais oui, après ma barre, il est possible de superposer des courbes. Oui, puis en plus, c'est ça, par rapport aux visites aux urgences, il y a plein de facteurs qui affectent les visites aux urgences. En fait, l'effet de saison, le mois de l'année, ça fait beaucoup de facteurs confondants à prendre en compte, ce qui complique encore plus. Marie-Claude, je me demandais, avec les visites aux urgences, est-ce que ça se peut que durant la pandémie, il y ait comme eu une redirection des gens vers l'urgence parce que les cliniques n'étaient pas ouvertes, n'étaient pas accessibles, donc ça créerait un pic qui est comme, je ne dirais pas artificiel, là, mais je veux dire qui aurait été plus dispersé normalement parce que les gens auraient peut-être été à leur clinique plus à proximité, alors que là, tout le monde s'est comme un peu plus dirigé vers l'urgence, ou c'est pas du tout ça qui est vécu sur le terrain? J'ai aucune idée, là, je spécule totalement. Mais je peux commencer à répondre et tu compléteras, Nicolas. C'est difficile, les données à l'urgence, qu'est-ce que ça veut dire? Ça peut
veut dire plein de choses. Ça peut dire que ça peut aussi refléter une difficulté d'accès plus grande aux services à l'externe, en fait. Quand les gens ne savent pas où aller, on ne peut pas accéder facilement à son médecin de famille, on ne peut pas accéder facilement au psychologue scolaire. Du coup, on se tourne vers l'urgence. Je sais pas si tu as quelque chose à ajouter. Tout à fait. Non, je suis entièrement d'accord. Je pense qu'il y a eu un peu des deux, Catherine, là, c'est-à-dire une augmentation des besoins puis une diminution des options. Là. Donc, en cours d'option, on se tourne vers l'urgence qui est toujours ouverte 24 heures sur 24. Mais effectivement, si on regarde les troubles spécifiques comme les troubles alimentaires, ben, il y a eu beaucoup plus de troubles sévères qui ont requis des hospitalisations. Donc, ces jeunes-là, même s'ils s'étaient présentés dans leur clinique comme premier choix, ils seraient éventuellement allés vers l'urgence puis vers l'hospitalisation. Donc, on est capable, en regardant les différentes pathologies, là, de qualifier des impacts qui sont différents. Si on regarde un petit peu plus au peigne fin, là, on sait que c'est pas tous les troubles de santé mentale qui ont évolué de la même façon aux différentes phases de la pandémie. Donc, vraiment plein de belles questions, d'une belle complexité. Et regarder l'accès aux services, c'est une façon de voir et de caractériser les impacts là, de la pandémie. Merci. Merci beaucoup, Nicolas. William, est-ce que tu vois d'autres personnes qui ont des questions? Oui, donc on a Dr Côté qui a levé la main. Oui, merci Marie-Claude. Donc, alors, il y a plein de résultats surprenants en santé mentale, l'impact de la pandémie. Donc, il y en a un qui est que dans les études longitudinales, on ne trouve pas la même chose que dans les études transversales. Dans les études transversales, on trouve des grandes augmentations, là, parfois comme tu as mentionné dans la méta-analyse de Damapeds, des 20-25% d'augmentation dans les études de mauvaise qualité, de moins bonne qualité, tandis que c'est environ 10-12% dans les études de bonne qualité d'augmentation d'anxiété, dépression. Puis donc, disons qu'on y va avec un 10-12% d'augmentation à court terme d'anxiété, dépression en population pédiatrique, 5-15 ans, parce qu'on n'a pas grand-chose avant 5 ans. Mais après, on regarde les études longitudinales, on ne trouve pas ça d'une façon générale. Dans les tiennes, puis dans les autres, il me semble, à ma connaissance, les études longitudinales montrent un autre portrait que les gens n'ont pas vraiment moins bien. L'autre chose qui est surprenant aussi, c'est que, on s'attendait à vraiment que ça aille pas bien au niveau du suicide, les tentatives, les pensées suicidaires, l'automutilation. On s'attendait à avoir des gens qui s'empirent à ce niveau-là, puis on le remarque pas du tout. Puis à ma connaissance, ni au Canada, ni ailleurs dans le monde, il y a des grandes tendances. Il n'y a même pas de tendance, en fait, pour une aggravation des comportements suicidaires. Donc, toi, tu es spécialiste du suicide. Qu'est-ce que tu comprends là-dedans? Oui, il y a plusieurs points intéressants que tu soulèves, Sylvana. Il y a, premièrement, le contraste entre les études transversales et longitudinales qui a été en fait effectivement observé. L'effet est moins grand dans les études longitudinales, mais en même temps, on n'a pas de portrait à long terme. Hein. Le portrait à l'heure actuelle, c'est surtout de ce qui s'est passé comme après la première année de la pandémie. Les données longitudinales après la première année de la pandémie commencent à émerger. Dans l'ELDEC, après 6 mois de pandémie, on ne voit pas de changement dans la santé mentale avant versus pendant, mais par contre, on voit un changement qui apparaît, une augmentation des problèmes dépressifs et anxieux assez marqués au cours de l'hiver-printemps 2021. Donc, après 1 an de pandémie. Là, tu parles du 2% d'augmentation, là. Hein? Tu parles de la proportion qui a passé de 6 à 8% dans l'ELDEC. C'est ça. OK. J'ai l'impression que l'histoire, elle est pas terminée. L'histoire, on n'a pas fini d'étudier les conséquences de la pandémie sur la santé mentale. Il faut continuer de surveiller, la surveillance, parce que c'est possible, c'est ça, que ce soit la persistance, hein, où après un certain moment, on est fatigué, on s'essouffle, que les problèmes apparaissent. Par rapport au
suicide. Au Québec, c'est difficile d'avoir des conclusions claires sur l'impact de la pandémie sur le suicide parce que ça prend du temps d'avoir des données sur la mortalité. Là, je parle de la mortalité par suicide. Le coroner doit faire une enquête et cette enquête-là prend du temps. Donc, les données 2020 officielles ne sont pas encore tout à fait finales. Mais par contre, l'INSPQ a mentionné qu'il n'y a rien qui laisse croire qu'il y a une augmentation des taux de suicide en 2020. Et c'est le même son de cloche qu'on a à l'international. Il y a une grande étude qui a été effectuée avec plusieurs pays où, dans l'ensemble, on ne voit pas d'augmentation sur la mortalité, mais encore là, on ne connaît pas les effets à long terme. Pour ces questions des idées, des tentatives de suicide, par contre, l'INSPQ a montré une augmentation dans les visites aux urgences. Donc, les jeunes ont plus été aux urgences pour des problèmes suicidaires. Pour les données de cohorte, là, je me suis plus intéressée dernièrement aux données canadiennes et j'ai pas en tête là, une étude canadienne chez des jeunes avec des mesures pré-pandémie, pendant pandémie, sur les idées, tentatives de suicide, à part l'ELDEC. Dans l'ELDEC, on ne voit pas de changement. On est par contre à l'âge adulte. Début de l'âge adulte, où ça commence à être moins prévalent que chez les adolescents. Est-ce que ça se peut, tu penses que dans des situations un peu d'urgence, comme on a vu, les gens se mobilisent, puis c'est pas là qu'ils pensent à s'enlever la vie, là, mais peut-être plus comme des situations... ben, j'ai envie de parler de l'analogie avec une guerre. Ce n'est pas une bonne analogie pour la pandémie, là, mais tu sais, un événement où on sent une mobilisation sociale, tout le monde vit la même affaire, puis que ça, dans le fond, ce genre de stress-là, ça serait un stress qui ne serait pas nécessairement associé avec plus de suicides, qu'il y aurait d'autres types de stress qui seraient associés au suicide. Parce que quand même, les jeunes ont été très isolés, là. Ouais. Mais il y avait quand même, on avait tous un événement commun qu'on vivait. Est-ce que tu penses que c'est le genre de stress qui effectivement pourrait ne pas avoir un impact à court terme? Peut-être qu'il y en aurait à long terme. Peut-être tu penses au soutien, c'est ça, au soutien social, au sentiment de cohésion sociale, si j'ai bien compris? Bien, tu sais, je pense des fois, quand on est mobilisé pour faire face à un stress, c'est pas là quand on a un ennemi externe, c'est souvent pas là qu'on va se diriger de l'agression vers soi. C'est peut-être plus tard quand on est épuisé ou ce genre de réaction post-stress. Oui, c'est une bonne hypothèse. On va pouvoir la vérifier, j'espère. Mais dans les lettres que j'ai regardées, c'est le soutien social perçu, en fait, avait changé avant la pandémie et pendant la pandémie, mais il n'y a pas de changement marqué. C'est resté assez stable. Il y a une légère augmentation, mais vraiment mineure, du faible soutien social perçu. Mais c'est minime. En général, c'est stable. Donc, merci. Est-ce que, William, tu vois d'autres questions ou d'autres mains levées que je ne verrai pas? Je n'en vois pas ni dans le chat, ni de mains levées. Mais moi, j'aurais peut-être des questions, vu que là, je peux prendre la place. Marie-Claude, j'étais curieuse. Là, je vais comme axer vers ton projet École à ciel ouvert. Là, j'étais très curieuse parce que, je vois toutes les activités qui sont prévues, mais je ne vois pas les cours d'activité physique comme tels. Est-ce qu'il y a une ouverture vers ça aussi? Parce que souvent, ils disent les gymnases sont trop petits, sont trop ci, sont trop ça, on ne peut pas faire telle affaire. Est-ce qu'il y a une raison qui vous a mené à plutôt axer sur des interventions plus académiques et aussi formation en santé mentale, ce qui fait totalement du sens, et exclure l'activité physique? Ou, en tout cas, bref, je me demandais s'il y avait une logique qui faisait qu'on avait voulu exclure cette dimension-là de l'apprentissage à l'école. L'autre question que je me posais, est-ce que vous ouvrez la porte aussi éventuellement à... Tu sais, je pense que les enfants passent beaucoup de temps en service de garde. Donc, il y a une belle opportunité là, d'intervention aussi. Donc, je me demandais si, dans une deuxième phase, vous envisagez aussi avoir l'école à ciel ouvert devenir le service de garde à ciel ouvert. Là, je ne sais pas.
Oui, bonne proposition. Pourquoi l'activité physique? C'est parce qu'on voulait que ce soit des activités qui soient mises en pratique par le professeur titulaire de la classe. Et OK. les activités pédagogiques, mais on veut que ça entre dans le curriculum ou ce que la personne enseignante doit faire et doit enseigner aux étudiants. Donc, c'est pour ça qu'on a un maths, français, sciences, avec quelques activités qui peuvent être réalisées de façon rapide là, pour promouvoir la santé mentale. Mais effectivement, l'éducation physique, pourquoi pas faire de l'activité physique dehors, en effet. Mais voilà, donc on voulait que ce soit une intervention professeur titulaire et c'est un autre enseignant en fait, qui donne les cours d'éducation physique. Première question. Puis la deuxième question, c'est, tu mentionnais par rapport au service de garde, c'est ça? Oui, c'est ça. S'il y avait la possibilité, en supposant que, dépendamment de vos résultats, est-ce qu'on pourrait imaginer une deuxième phase au projet où on va vers le service de garde ou, des fois, des fois, ils vont dehors, des fois pas, là, ça dépend des services des services de garde. Oui, ben oui. Si vous détectez, c'est que je ne sais pas si aller je ne suis pas spécialisée en santé mentale du tout, si aller dehors en soi est le bénéfice ou faire une activité précise dehors va amener le bénéfice. Et je ne sais pas si vous serez capable d'identifier ça ou pas, là, mais si c'est aller dehors en soi, alors on a intérêt à l'élargir à d'autres activités de l'école pour comme maximiser le bénéfice. Ben, c'est pas clair quel est l'ingrédient actif, mais ce qui a motivé École à ciel ouvert, moi, c'est surtout ma connaissance de la littérature sur la nature. La nature et la santé mentale. La nature, c'est plus qu'aller dehors, c'est aller dehors et faire quelque chose en nature. Par exemple, à l'hôpital Douglas, en fait, on a une étude où on a amené marcher des adultes sévèrement déprimés avec des dépressions réfractaires, soit en nature, dans le parc en Grignon, soit dans les rues autour de l'hôpital, dans un environnement urbain, pour voir est-ce qu'il y a un avantage. On sait que l'activité physique, c'est bon, c'est une activation comportementale qui va bénéficier les personnes avec des dépressions sévères, mais est-ce que le fait de faire cette marche, cette activité physique dans un environnement où il y a la nature autour, est-ce que ça apporte un avantage additionnel? La réponse, ça a été oui, en fait. Oui. Okay. C'est être dehors, mais être dehors en nature leur a permis de plus diminuer en fait leur affect négatif. Ce qui est, c'est un petit effet, mais c'est un effet important parce que c'est extrêmement difficile de mobiliser des adultes qui ont des dépressions à ce point sévère. Puis, puis là, mon autre point auquel je réfléchissais, c'est que, quand on regarde autour de nous à l'université, là, il y a plusieurs professeurs d'université, j'imagine, qui sont là. On a vu, là, les jeunes, les problèmes qui sont apparus plus pendant la pandémie. On ne le voit peut-être pas toujours dans les données, mais des fois, autour de nous, on le voit. Est-ce que ce genre d'initiative-là est quelque chose qu'on pourrait aussi envisager à l'université? Parce que là, nous, on ne fait jamais ça, là, aller dehors, faire des cours. Donc, est-ce qu'on pourrait imaginer un projet similaire, mais pour nos plus vieux jeunes? Oui, moi j'ai déjà enseigné dehors un cours. Ah oui? Les étudiants trouvaient ça bien le fun, mais on avait de la misère de s'entendre avec les constructions autour. Oui, mais pourquoi pas, il y a de plus en plus, c'est un mouvement, là, le fait, maintenant, c'est au Canada, là où il y a certains médecins qui vont prescrire l'accès à des parcs CEPAC gratuits pour encourager les gens à aller dehors, les gens en nature. Oui, puis oui, ça pourrait être aussi fait dans la mesure du possible. Il faut sûr ajuster notre façon d'enseigner. C'est pas tous les cours là, qui se donnent à l'université dehors, mais c'est possible. Prête. Oui, c'est ça. En tout cas, OK, bien, merci beaucoup. En tout cas, c'est vraiment intéressant. William, est-ce que tu vois d'autres questions? Oui. On a une dernière question de Michel Boivin. Donc, Michel, c'est à vous. Oui, merci. Merci, Marie-Claude. Bonjour, Marie-Claude. Bonjour, tout le monde. Je réfléchissais à l'ELDEC puis aux résultats mitigés que tu obtiens avec l'ELDEC. Je pense que l'ELDEC, tu disais qu'elle était représentative, mais on sait qu'au point où elle en est rendue, elle a perdu beaucoup de participants. Donc, peut-être que l'échantillon s'est normalisé, là, puis que les cas les plus vulnérables, disons, sont peut-être plus présents. Ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est que il faut aussi se méfier des interprétations longitudinales. Ce n'est peut-être pas le meilleur outil pour tester les effets. En fait, là, on a vraiment
ce qui pourrait être une tendance, mais on n'est pas sûr. On l'interprète comme une augmentation, mais ça peut être simplement une variation dans les choses aussi. Donc, même si ce qu'on interprète comme une augmentation, c'est ténu, ça pourrait être simplement une variation. Il me semble que peut-être une avenue intéressante, ça serait d'examiner, parce que l'autre problème avec l'ELDEX, il n'y a pas de groupe de comparaison. Hein. On ne peut pas juger de la tendance en fonction d'un groupe qui serait comparé, puis c'est difficile à imaginer ça. On est au Québec, tout le monde a vécu la pandémie au Québec, mais peut-être que les enfants, les familles ont vécu la pandémie de façon différente, ils ont été affectés différemment. Puis il y a des questions dans l'ELDEC qui ont été posées là-dessus, sur dans quelle mesure ils ont été confinés un peu, beaucoup, dans quelle mesure ils l'ont vécu différemment en fonction de leur réseau. Très immédiat, là, pas juste le réseau perçu, mais comment ça s'est vécu. Peut-être que ça serait intéressant de croiser cette information, peut-être que c'est l'intention que vous avez de croiser cette information avec l'évolution de la santé mentale ou les changements observés, présumés, dans les courbes. Ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est que la valeur de l'ELDEX, c'est vraiment son caractère longitudinal depuis la naissance. Et puis, on pourrait imaginer, enfin, on a les données qu'on pourrait qualifier de vulnérabilité, là, très, très tôt. Et donc, de vérifier dans quelle mesure ce qu'on présume être un changement, un score de changement sur 2 ou 3 temps de mesure, c'est associé ou c'est prédit par ces facteurs de vulnérabilité précoce. Et c'est certainement une question de recherche en soi intéressante. Là. Donc, de savoir si vous aviez fait, ce que tu en pensais. OK. Bien, pour l'aspect longitudinal, je trouve que les études longitudinales, déjà, ça apporte un avantage aux études transversales qui apportent beaucoup de biais, mais ce n'est pas parfait non plus. Je suis d'accord avec toi, surtout lorsqu'on s'intéresse aux jeunes. Parce que l'enfance, l'adolescence, jeune adulte, c'est une période où il y a beaucoup de changements. Il y a une augmentation des problèmes de santé mentale, du moins la dépression, l'anxiété, suivi d'une diminution. Et quand on regarde le changement en 2 temps, c'est difficile de voir est-ce que c'est attribuable aux mesures liées à la COVID ou est-ce que c'est confondu ou est-ce que ça reflète un changement développemental. Ouais. En effet. Il y a peut-être une autre chose aussi qui caractérise l'étude longitudinale, c'est que les individus, les participants, ils répondent de façon répétée aux mêmes mesures. C'est difficile à cerner cette chose-là, mais on peut penser qu'il y a une habitude de répondre aux mêmes questionnaires qui impose une façon de répondre et qui peut-être limite les variations possibles à un moment donné. Ce n'est pas une chose qui est très, très bien documentée. C'est évoqué à l'occasion, les effets d'avoir répété nos réponses aux mêmes questionnaires pendant un certain temps, qui peut-être incitent les individus à répondre sur un certain range et donc limite la variation que tu vas par ailleurs observer dans une étude transversale. C'est une autre possibilité. Peut-être, je pense que les échantillons transversales répétés sur la même population offriraient une belle façon de bien étudier les effets de la pandémie, mais bon, pour l'instant, on n'a pas accès à ces échantillons-là. Mais dans l'ELDEX, c'est ça, juste pour clarifier, on n'a pas vu de changement notable à l'été 2020, là, en donnant ma présentation, j'ai vu qu'il y avait une erreur dans mes diapos. Donc, on a 2018, été 2020, là, on n'a pas de changement. Puis ensuite, on voit un changement avec 2021, entre 2020 et 2021 et 2020-2021, où là, on voit une augmentation de la dépression et de l'anxiété. Et pour l'instant, on s'est vraiment intéressé aux facteurs prédictifs là, en proximo, surtout ce qui concerne la pandémie. Hein, c'est une étude qui est menée, c'est Jean-Philippe Gouin, en fait, là, qui est le premier auteur de cette étude, la deuxième dans l'ELDEC. Mais ce serait intéressant, dans un temps ultérieur, en effet, de regarder la contribution des facteurs précoces, entre autres l'exposition à l'adversité, par exemple. Tu sais qu'on a des facteurs de vulnérabilité génétique aussi. Donc, je pense que ça serait peut-être avec... On pourrait s'en parler parce que je pense que ce serait une façon d'avoir une variable qui, elle, ne peut pas être affectée par
tous les processus développementaux, si les facteurs disons, de vulnérabilité génétique sont présents, on peut les quantifier. On peut voir dans quelle mesure ils sont associés ou pas à des variations observées dans un contexte particulier que celui de la COVID. Là. Oui, bonne idée. Merci beaucoup, Michel. Merci, Marie-Claude. William, est-ce qu'il y a d'autres questions que tu vois de la part des personnes qui étaient présentes? En fait, on avait tout à l'heure une main levée de Sandiana, mais je remarque qu'elle l'a déjà baissée. Est-ce que... Oui, encore? Oui. Bonjour, merci beaucoup, Marie. Donc, je pensais qu'on n'a pas le temps. C'était super intéressant, les deux, tout ce que tu as présenté. Et en fait, je voulais demander si vous avez des... Qu'est-ce que s'est passé avec la victimisation par les pairs pendant la ouverture un peu sur des restrictions et après, je ne sais pas si ça a totalement ouvert au Québec, si vous avez observé des... Oui, je n'ai pas regardé les mesures de victimisation par les pairs et comme si des jeunes adultes sont à l'université, je ne crois même pas qu'il y a des mesures de victimisation par les pairs. Je ne sais pas, Michel, toi aussi, tu connais bien l'ELDEC, là, mais je ne pense pas. Je crois que la dernière mesure qu'on a de victimisation, c'est à 20 ans. Je ne crois pas que ça a été répété pour qu'on puisse regarder les changements, en tout cas, dans l'ELDEC. Puis, au niveau de la littérature, je ne sais pas. Parce que peut-être, je ne sais pas si toi, tu as de l'information, Cindiana, mais je ne sais pas ce qui... Oui, je ne connais pas l'état des connaissances sur les changements pour la victimisation par les pairs pendant la pandémie. J'ai vu seulement une étude, mais c'est pour ça que je demandais, parce que je pense que ça dépend aussi du contexte, qui disait que après l'ouverture, quand c'était plus restrictionné, donc il était dans des petits groupes qui ne interagissaient, sorry, I'll go to English, they were not interacting a lot with each other, the rates of bullying dropped. But what I think it would be interesting to see when schools open to how it was before the pandemic, what really happened when kids were, so I was just curious if you had. Yeah. And if I may ask a final question, I was wondering if you, for the intervention, if you think that it will work differently in urban and rural areas contexts, or you would... Yeah, maybe c'est une question intéressante parce que la verdure, la quantité de verdure, le Québec est très vert en général, mais la quantité de verdure varie en fonction de l'urbanicité. Mais dans l'école à ciel ouvert, les écoles sont à 95% dans des régions urbaines ou semi-urbaines. Et dans l'ELDEC, pour te dire, on a regardé les associations, c'est un papier qu'on va bientôt soumettre entre l'exposition à la verdure autour du code postal à l'enfance et la santé mentale des jeunes à l'adolescence. Et on s'est limité aux régions urbaines ou semi-urbaines justement parce que c'est un biais significatif vu la variation de quantité de verdure puis les différences aussi, par exemple, dans les soins, l'accès aux soins, aux services de santé entre les régions urbaines et rurales, ce qui introduit des biais. Super. On aurait une dernière question de Magdalena et après ça, il faudra quitter. C'est juste pour faire un commentaire par rapport à ce que Michel disait aussi, parce que comme moi aussi, je m'intéresse aux facteurs de risque précoce, mais une des choses que je voulais regarder, puis peut-être en fait, je ne sais pas si tu es intéressé par ça, mais je sais que Michel, toi, tu étais auparavant, je ne sais pas maintenant, mais par rapport à l'émission comportementale, de regarder aussi les enfants qui sont plus inhibés versus ceux qui sont moins inhibés. J'ai fait des trajectoires de timidité, fait que de voir comment ça pourrait peut-être avoir un impact. Ceux qui sont beaucoup plus sociaux, beaucoup plus outgoing, comment eux autres, ça les a impactés versus ceux qui sont bien contents de rester à la maison puis de faire les choses en non présentiel. Fait que je pense que ça vaudrait la peine de regarder ça. Puis tu me diras si c'était intéressant pour regarder ça maintenant. C'est tout. Super idée. Super idée. On fait une présentation puis on sort avec 10 idées de nouveaux articles. C'est super. Excellent.
Merci beaucoup, Marie-Claude. Merci à tout le monde qui a participé. Merci aux personnes qui ont pris le courage de poser des questions. Ça rend toujours ça plus intéressant. Donc, merci à tous. C'était notre dernier webinaire de la saison, mais certainement, on va recommencer à l'automne. Donc, on vous invite à rester attentifs à nos annonces sur notre site web et à travers les différents médias sociaux. Merci beaucoup. Bonne fin de journée.